il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est le porte-parole de l'armée de l'air, colonel Cyril Duvivier. Bonjour Cyril Duvivier. Bonjour Mathieu. Reaper, c'est le nom de ces drones armés que la France va utiliser dans le Sahel. Reaper, ça veut dire faucheuse en anglais. On va reparler techniquement de ce que sont ces drones. La France a déployé ses premiers drones armés au Sahel pour traquer les djihadistes. J'essaie de le dire le plus simplement du monde pour qu'on comprenne. On ne parle évidemment pas des drones que vous allez avoir sous le sapin de Noël dans quelques jours. On parle d'une véritable révolution stratégique pour l'armée française ? Révolution, le terme est sans doute un tout petit peu fort, et surtout quand vous dites qu'on les a déployés, ils sont déjà sur le théâtre d'opération depuis longtemps, mais ils sont depuis, effectivement, la ministre l'a rappelé hier, 2 ans après sa propre décision, et depuis hier, on a annoncé qu'ils étaient en mesure de tirer. Jusqu'ici, repérer. D'abord, c'était leur première mission, repérer des djihadistes dans le Sahel. On va rappeler que le territoire est énorme. Ensuite, surveiller. Ça, c'est ce que faisaient nos drones jusqu'à présent. Désormais, ils vont pouvoir éliminer. Éliminer, encore une fois, attention, je pense que le terme est un peu connoté. Ils vont pouvoir effectivement eux-mêmes offrir une nouvelle option de tir pour saisir parfois des opportunités qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas saisir, que nous traitons par nos autres moyens, je dirais par nos avions de combat. Donc on vient offrir une option supplémentaire, on élargit la panoplie de nos moyens. Parce que jusqu'ici, on le comprend assez simplement, le drone volait, il repérait, il surveillait. Quand on voulait déclencher une mission, il fallait que le drone revenait et puis on envoyait un avion, un hélicoptère ou des commandos. Alors il revenait pas. Le drone, il a vraiment pour rôle, et il le conserve, j'insiste là-dessus, un rôle effectivement d'observation, et parce qu'il vole très très longtemps, il est très persistant, il est discret, il est là-haut, personne ne l'entend, il reste jusqu'à 24 heures en l'air, et donc lui, le drone, il revenait pas. Il poursuivait toujours cette mission d'observation pour donner précisément cette situation à ceux qui décident des opérations, et là, il faisait éventuellement effectivement décoller des avions de combat qui sont en alerte, qui sont très rapides pour rejoindre la zone d'opération ou la zone de conflit, ou là où ça accroche, comme on dit chez nous, et donc ça continuera. Et parfois même, l'avion de combat a des capacités, il aura toujours des atouts, des capacités que n'aura jamais le drone. Et donc ces moyens sont vraiment profondément complémentaires. C'est complémentaire, c'est pas pour remplacer. Est-ce que c'est moins cher d'opérer ainsi ? Pour l'armée moins française. Cher d'opérer ainsi, il faut voir ce que vous mettez dans le coup. Le coup, on peut dire beaucoup de choses avec ça et on peut dire beaucoup de choses fausses aussi. Le drone, à opérer, son heure de vol coûte moins cher que celle d'un avion de combat. La machine elle-même coûte moins cher, bien sûr. Maintenant, le fait qu'il dure très très longtemps en l'air, il effectue énormément d'heures de vol et donc la maintenance que nous avons pour nos aéronefs, elle dépend du nombre d'heures de vol effectuées. Il faut le prendre en considération aussi. Alors, sous les ailes de ces drones, on va retrouver désormais des bombes à guider laser. Oui, c'est ça. En fait, des bombes qui sont guidées par le laser, qui désignent la cible. C'est d'ailleurs déjà encore une fois ce qu'on fait. Aujourd'hui, ça fait très très longtemps qu'on tire des bombes guidées laser. On vient mettre sur des bombes entre guillemets classiques, des kits qui viennent détecter un point laser, une arme laser, et donc qui permet d'amener la munition directement sur l'objectif avec une précision redoutable. Et donc ça, on le fait depuis très longtemps. On le fait déjà, comme je vous le disais, sur nos Mirage 2000D, sur nos Rafales, sur nos Atlantique 2. Et donc on désigne cette cible et la bombe, voilà. Alors le drone le faisait déjà. Le drone, lui, il illuminait les cibles, parfois, pour les avions de combat. Donc pour les ça, il sait le faire, il sait toujours le faire. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'il tire lui-même, il peut tirer lui-même. Encore une fois, ça n'est pas sa mission principale. Il va conserver précisément cette mission d'observation en permanence, continue, et de temps en temps, il sera en mesure. Constamment, en permanence, il y a des drones qui surveillent. On en a combien ? On en a 5 aujourd'hui, je crois. Alors voilà, on a 2 systèmes de 3. Il se trouve qu'on en a un système déployé dans la bande sahélo-saharienne. Et donc oui, on a quasiment en permanence. De toute façon, le principe, c'est bien celui-là. Le déploiement va s'accélérer. Ils seront 12, ces drones, en 2025, 24 en 2030. On en vient à la question éthique, la question qui nous anime autour de ces drones armés. Qui est armé en fait? Qui actionne ce drone et comment est-ce que ça fonctionne? C'est toujours l'homme. C'est vraiment. Et ça, c'est toujours l'homme qui a la main. Il n'y a aucun automatisme. Il y a aucune. C'est important de le préciser, de le souligner parce que c'est l'objet de main débat. Jamais le drone ne prend une décision tout seul. Jamais. Et je dirais d'ailleurs pour ceux qui l'opèrent aussi depuis très loin, c'est ça qui fait aussi parfois débat. Il n'y a jamais une décision automatique. En fait, si on revient à ce que fait notre drone, il est finalement il est au cœur d'une boucle d'observation, vous l'avez dit au début, d'orientation de la décision, de prise de décision et d'action. On appelle ça la boucle OODA dans nos termes un peu techniques. Eh bien, au centre de cette boucle, il y a le drone, mais il y a surtout l'homme. C'est l'homme qui toujours décide, c'est l'homme qui décidera. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas du tout question de faire autrement. Et ça pose des questions éthiques, à la fois parce qu'on se demandait si ces drones, il y a de l'automatisation, de la robotisation. Là, vous dites non, en tout cas sur la prise de décision au moment de tirer. Et puis, il y a l'autre débat, effectivement, c'est tout simplement de savoir
savoir où se trouve cet homme qui actionne le drone. Est-ce qu'il est dans la région? Est-ce qu'il reste à Paris, par exemple? Non, il reste pas à Paris. Parce que techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. En revanche, effectivement, vous l'avez très bien dit. Nous avons besoin d'être imbriqués, immergés dans l'opération pour la vivre. Vous voyez bien que psychologiquement ici dans le studio, on n'est pas dans la même disposition que même quelqu'un qui est lui-même en ce moment sous la pluie. Donc, être dans une opération, eh bien, on la vit en permanence au quotidien. Ça permet de préparer l'opération, de la conduire, de la mener avec les autres forces qui sont concernées par l'opération et de la débriefer, l'analyser et de rester dans cette logique-là. Donc, il faut rester au contact de cette réalité. Là, je n'en sais rien. Vous êtes le soldat ici, colonel Cyril Duvivier. C'est important pour les hommes que vous dirigez de garder un contact avec ce terrain? Ah oui, bah vraiment. Vous faites vous-même l'expérience. Selon si vous êtes en train de zapper en permanence entre différentes activités, vous n'avez pas la même implication, la même. Voilà, on parle vraiment d'imbrication. Et encore une fois, ces drones, ils vont respecter exactement les mêmes règles d'engagement que celles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ces règles qui respectent le droit international, le droit humanitaire, le droit des conflits armés. Évidemment, ces règles-là sont toujours définies. Il y a un commandant de l'opération sur le théâtre Barkhane qui lui-même est relié à ce que donne le drone par son poste de commandement. Et donc ça ne change pas. La munition que ce drone va pouvoir tirer, c'est celle que nous tirons déjà nous-mêmes. Donc évidemment, finalement, il y a très peu de changements. C'est une évolution. Mais vous l'avez dit, donc nous, nos personnels, ils sont déployés et ils restent comme ça, tout à fait imbriqués et en particulier psychologiquement dans leur opération. Jusqu'ici, pour ces missions de surveillance et de repérage des terroristes, des djihadistes, ces drones étaient pilotés par des pilotes de chasse. Aujourd'hui, une formation spécifique va être développée. Oui, forcément, parce que comme ça reste assez récent, ce développement de capacité dans l'armée de l'air, on a commencé par puiser dans nos viviers, et donc dans les viviers des pilotes de chasse, et vous avez dans l'escadron actuellement des anciens pilotes de chasse. Et donc nous avons récemment ouvert la filière, effectivement, on peut rentrer dans l'armée de l'air pour être directement pilote de drone. Nous avons développé toute une filière de formation, évidemment, comme tous nos aéronefs pilotés avec quelqu'un à bord, et donc par de la simulation, de la formation, que ce soit les personnels au sol comme les équipages. Et nous avons donc récemment ouvert et si vos auditeurs veulent se renseigner, ils vont sur le site Devenir Aviateur et devenir-aviateur.fr et ils auront tout ce qu'il faut pour ceux que ça peut intéresser comme métier. Colonel Cyril Duvivier, merci beaucoup. L'homme qui reste au centre du dispositif. Je pense que c'est le message que vous teniez à souligner ce matin avec le lancement, le déploiement de ces drones armés. Désormais, les drones existaient déjà, ils étaient déjà utilisés par l'armée française. Colonel Cyril Duvivier, porte-parole de l'armée de l'air française. Merci beaucoup. Merci Mathieu, bonne journée à vous.